Amis de l'électronique, bonjour. Il y a quelque temps, je changeais des messages avec le fameux Jojo Récup là qui m'a donné du matériel et je me suis aperçu que c'était pas toujours encore bien clair pour certains. Un petit peu ce qu'étaient les appareils, un petit peu de mesure de base qu'on peut trouver dans un laboratoire d'électronique et leurs fonctions, je veux dire, primaires. Pour ça, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo qui s'adresse plutôt aux débutants, qui rappelle un petit peu quels sont les instruments de base qu'on peut avoir dans un labo d'amateur, hein, quelque part, enfin, pas forcément d'amateur, on va dire un laboratoire d'électronique un peu général, et un petit peu quelles sont leurs fonctions. Alors, je vais bien sûr pas rentrer dans le détail, hein, d'ailleurs, dans beaucoup de cas, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur justement l'utilisation plus détaillée des appareils que je vais vous montrer aujourd'hui. Bon, on va dire, voilà, c'est une sorte de petit rappel, de petit pot pourri, là, pour finir la semaine. Alors, regardons ça. Pour commencer ce tour d'horizon des appareils les plus fréquemment rencontrés dans un labo et de leur usage, on va commencer par celui-ci que tout le monde connaît et qui est sans doute quand même un des plus utilisés, à savoir le multimètre. Alors, il s'appelle multi parce que il est capable de mesurer différentes choses, en particulier déjà des tensions, soit continues, soit alternatives, éventuellement même des tensions relativement faibles. Hein. Ici, on voit qu'on va dans les millivolts. La fonction très utilisée de mètre, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. J'en ai déjà un peu en parler, donc soit d'avoir des ohms, éventuellement un bip de continuité, et éventuellement aussi, quand on mesure des semi-conducteurs, la tension de seuil. De plus en plus, certains font aussi capacimètre, ce qui n'est pas négligeable. Ça fait aussi bien sûr ampèremètre, ampèremètre qui permet donc la mesure du courant. Hein. Je rappelle que tout ce qui va être mesure de tension, ça se fait en parallèle. Hein, on branche ça toujours entre COM et LED ici. Tout ce qui va être courant, c'est souvent sur une broche séparée, bien que pas toujours, et ça se branche en série. Il faut aussi noter que le mode ampèremètre est sans doute celui qui crée le plus de destruction de fusibles. Pourquoi? Parce que si on se trompe de calibre et que sur le calibre milliampère, on met des ampères, généralement le fusible crame ou voire même le multimètre. Bon, après, on a aussi des mesures, là encore, éventuellement très faibles, hein, ici, microampères. Et après, alors après, ça dépend des appareils. Maintenant, il y en a qui mesurent des transistors. Ici, on voit que celui-ci mesure des LED. Enfin voilà, ça c'est le multimètre, ça sert à peu près à tout. Ça, là, comme on peut le voir, c'est complètement isolé de l'alimentation. C'est généralement alimenté par pile, donc autonome, et bien sûr portable, et conçu, là, comme on voit, de façon à être anti-choc. Alors, comme beaucoup d'appareils, il existe aussi en version de table. Voilà, comme par exemple ici ce Keysight, qui lui est un modèle donc dit oui, de table, c'est-à-dire qu'il n'est pas tellement, enfin, il est transportable dans le sens où il pèse pas 15 tonnes, il y a une poignée de transport, mais voilà, il est quand même pas fait pour être utilisé sur le terrain, et surtout, de base, il s'alimente pas sur batterie, donc ça veut dire qu'il lui faut une alimentation secteur. Alors, ça n'empêche pas que la mesure est isolée, les entrées ici sont flottantes par rapport à la Terre, mais c'est voilà, un appareil qui permet éventuellement aussi d'en poser d'autres dessus, et qui basiquement va faire les mêmes fonctions, même si certains modèles, comme celui-ci, sont plus sophistiqués et vont permettre par exemple des affichages, par exemple sous forme d'histogramme, enfin voilà, je vous ai déjà montré ça. Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose, je veux dire, de quasiment essentiel, le multimètre, qui va donc, je veux dire, être vraiment un petit peu l'outil de base. Ensuite, ce qu'on va retrouver bien sûr, et j'en ai souvent parlé, c'est les alimentations. Alors là, on va avoir plusieurs styles d'alimentation, des petites simples comme ça, comme celle que je vous ai souvent montré. Ici, une alimentation double avec un affichage analogique. On voit que des fois c'est digital. Alors l'affichage analogique, il a aussi son intérêt, surtout pour le courant. Pourquoi? Parce que si un courant varie, par exemple un peu rapidement, sur un affichage digital, on verra rien, ou éventuellement une certaine instabilité de l'affichage. Ici, on le verra quand même plus facilement. Maintenant, l'avantage du digital, bien sûr, c'est que c'est précis. Donc là, on retrouve des alimentations multiples. Hein, je vous ai déjà montré ça, qu'on peut mettre en série, en parallèle. Enfin voilà, ça c'est vraiment
un petit peu l'équipement de base. Alors encore une fois, on trouve aussi des alimentations comme celle-ci que je vous ai aussi montré, qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui peuvent éventuellement être branchées sur un ordinateur via de l'USB, Ethernet ou autre. Et voilà, ce modèle-là, quand je vous l'avais aussi montré, là pour le coup, on va pouvoir régler des sécurités, faire des mesures dans le temps. Enfin voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, sophistiqué quelque part. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on a besoin. Enfin voilà, donc ça c'est l'alimentation. Sachant qu'on peut aussi toujours alimenter, pourquoi pas par pile. Ça donne une alimentation qui n'est pas forcément stable, mais enfin au moins qui est très clean au niveau parasite. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va trouver. Alors c'est pareil, hein, toutes ces alimes, ça peut prendre plusieurs formes. Il y en a aussi, comme celle-ci, hein, des tiroirs Tektronix, qui n'ont pas d'affichage de l'attention de sortie. Donc là, il faut rajouter, quand on les règle, un voltmètre en sortie. Il y en a aussi qui sont même pas réglables, qui sont tout bêtement fixes, qui vont donner 12 volts, 5 volts, enfin la tension, quoi. Donc voilà, là on a vraiment un petit peu le truc de base. Alors après, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, l'oscilloscope. Oscilloscope qui, comme je l'ai souvent dit, est complètement, je veux dire, indispensable. Alors on a les modèles analogiques comme celui-ci, bien que celui-là, si, je veux dire, c'est un analogique, mais qui est déjà un peu un microprocesseur, hein, je veux dire, qui est déjà assez évolué, mais qui va quand même permettre donc de faire des mesures, donc de l'évolution d'une ou plusieurs tensions en fonction du temps, et de plus en plus, les modèles comme celui-ci, les modèles numériques, hein, donc ça c'est pareil, je vous l'ai amplement montré. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de plus en plus, les fonctions se recoupent un petit peu. Maintenant, on voit que les oscilloscopes modernes, ils font aussi voltmètre quelque part, ils font fréquence-mètre, enfin on va voir, ils recouvrent éventuellement plusieurs types de mesures. Mais voilà, ça c'est vraiment l'oscilloscope, hein, comme j'ai déjà dit, c'est quand même les yeux de l'électronicien, et c'est vraiment aussi un des outils, je veux dire, le troisième pour moi, quasiment indispensable. Alors bien sûr, un oscilloscope c'est fait pour voir des signaux. Alors soit ces signaux, ils viennent de l'appareil qu'on mesure, mais il peut être utile de pouvoir les générer de façon artificielle pour pouvoir faire des tests. Typiquement, si on veut essayer un amplificateur, on va mettre un signal à l'entrée, ça va permettre de le suivre dans les différents étages de l'amplificateur, de regarder ce qui se passe à la sortie. Et donc pour ça, il faut pouvoir donc générer ces signaux. Et pour ça, il y a différents types de générateurs. Alors là, comme me disait José Cube, c'est pas forcément clair. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs notions qui se mélangent. On parle de GNBF, de GNHF, de générateur de fonctions, de DDS, j'en passe, et des meilleurs. Alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que cette notion BF-HF, ça montre pas le style ni les formes de signaux. En gros, c'est quelle fréquence ça couvre. Hein, généralement, on dit que dans la BF, ça va jusqu'à 100-200 kHz. C'est vraiment tout ce qui va être le spectre audible et tout ce qui va être, on va dire, un peu dans le domaine audio. Au-delà, on va plutôt parler de HF. Mais après, la HF, ça monte très très haut. Hein. La HF, on peut admettre que ça démarre peut-être à 1 MHz. Hein. Enfin, après, il y a soi-disant des normes et tout là-dessus, mais je veux dire, ça peut monter très haut. Alors c'est pareil, on va dire, dans le temps, c'était assez bien limité les différences. Il y avait vraiment la BF, ça s'arrêtait à 20, 30 kHz, 100 kHz. Maintenant, c'est pareil, tout se recoupe un petit peu. Mais enfin voilà, donc cette notion gênée BF-HF, c'est qu'un problème de fréquence. Ensuite, il y a un générateur, quel genre de signaux il va pouvoir donner. Alors on a des générateurs qui peuvent donner que des signaux d'une certaine sorte. Le signal de base, c'est le sinusoïde. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais si j'en ai un ici, par exemple. Voilà, si on regarde ce générateur-là, je sais pas si on le voit bien, là, qui est ici, celui-ci ne peut a priori donner que... Ah non, celui-là, il donne déjà des formes. Enfin, j'en ai un qui ressemble un peu à celui-là, qui peut donner que du sinusoïde, par exemple. Mais il peut le donner avec un taux de distorsion hyper faible. Donc ça c'est typiquement un gêné plutôt BF qui donnera qu'un seul style de signaux sinusoïdaux. Quand on parle de générateurs de fonctions, c'est des générateurs qui vont être capables de donner plusieurs formes de signaux. On retrouve ça avec ce genre de générateur ici. Alors ça c'est un générateur analogique, mais on peut voir que là il s'est donné les 3 formes de base des signaux, à savoir carré, triangle, sinus, et qui
permettent donc différents styles de mesure. Sachant que dans certains cas, c'est le cas de celui-ci, on peut même changer certains paramètres de ces signaux, comme par exemple le triangle. Là, on pourra aller un triangle symétrique à une rampe ou des choses comme ça. Mais voilà, donc maintenant, on va pouvoir un petit peu faire une autre différenciation qui va être les générateurs digitaux et analogiques, un petit peu comme les oscilloscopes. Ça, c'est typiquement un générateur complètement analogique. Donc, le prix à payer, c'est que la précision de la fréquence, c'est lié au cadran, c'est lié à de la mécanique, c'est pas extrême. Vouloir régler ça sans appareil de mesure à 1 kHz, si on a de la chance et qu'il est bien calibré, on y arrivera à 150 Hz près, quoi, vraiment au mieux. Alors qu'un générateur digital, on peut régler au dixième de Hertz. Mais voilà, ça donne par contre des signaux plus ou moins purs. Alors c'est pareil, le taux de distorsion, il va dépendre des technologies employées. Tous ces trucs-là qui sont faits par conformation, on peut attendre des distorsions de l'ordre de 1%, un peu moins quand ils sont bien réglés. Après, il y a des générateurs qui sont vraiment étudiés pour avoir peu de distorsion et qui font beaucoup moins, mais généralement, ils n'ont pas de forme réglable. Ils sont justement faits pour faire que du sinus. Enfin voilà, ça, on va retrouver ce genre de générateur. Alors après, là, on a des générateurs de fonction. On va bien sûr retrouver ici des générateurs digitaux. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs modèles. Là, c'est un modèle plutôt un petit peu haut de gamme qui va permettre non seulement de faire différentes formes de signaux, comme signaux, par exemple, là, je les ai remis sur l'oscilloscope, on les voit bien ici, mais de pouvoir varier certains paramètres, comme par exemple ici le duty cycle, là, le rapport cyclique. Dans le cas des rampes, on peut aussi régler, ce que je disais, la symétrie, ce qui permet d'avoir des rampes comme ça, montantes, descendantes. Mais surtout, ces générateurs-là sont dits arbitraires. C'est-à-dire, non seulement ils font des formes de signaux préprogrammés, mais ils peuvent faire n'importe quelle sorte de signaux. Et voilà, par exemple, ce genre de signal, on voit que c'est un signal qui correspond pas à une fonction mathématique super simple comme sinus ou autre. Et surtout, on peut les éditer. Alors ça, par différents moyens, on peut généralement les importer, les éditer sur ordinateur, d'un tableau Excel, et ça permet donc de faire potentiellement n'importe quelle forme de signal, donc d'évolution, on va dire, dans le temps. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le côté arbitraire. Alors ça utilise des technologies, on appelle ça souvent DDS maintenant, qui permettent de faire ce genre de choses. Donc voilà, ça, on a ici vraiment le générateur, on va dire, de fonction, voilà, de signal, qui va donc quelque chose de très simple à d'assez complexe, comme on peut le voir. Alors après, il y a ce qu'on appelle un générateur d'impulsion. Alors, je vous en avais déjà montré, il y en a un ici, là, mon fameux Matrix, là, mon 5000. Mais un générateur d'impulsion, c'est un générateur qui va être spécialisé, comme je vous conseille de regarder ma vidéo si vous voulez plus d'infos, pour ne faire que des impulsions. Donc on appelle impulsion, c'est des signaux comme ça qui vont être carrés. Et un générateur d'impulsion, il ne fait que ça. Par contre, il permettra éventuellement certains réglages de ces impulsions, alors généralement l'amplitude, et aussi le niveau haut et bas, qui peut éventuellement être négatif. On peut très bien faire une impulsion, je sais pas moi, de moins 1 volt à 5 volts. Dans certains cas, on peut régler ici le temps de montée. On peut aussi régler justement ce qu'on a vu, le rapport cyclique, choses comme ça. Alors c'est pareil, si on regarde bien maintenant, la différence entre générateur d'impulsion et générateur de fonction, un générateur d'infonction, dans la mesure où il sait faire des signaux carrés, quelque part c'est un générateur d'impulsion. Mais souvent, il permettra de faire moins de choses, et surtout, par exemple, il n'aura pas cette fonction que je vous avais déjà montré, de pouvoir générer un retard ou une avance par rapport à une impulsion de synchro. Donc les générateurs d'impulsion, ils sont généralement dessinés pour faire vraiment des impulsions. Ils sont aussi souvent capables de faire ce qu'on appelle des fronts de montée, éventuellement très très rapides. Mais voilà, l'idée là, ça va être plutôt d'utiliser ça. Alors, pas forcément dans les systèmes digitaux, bien que les systèmes digitaux utilisent des impulsions, mais éventuellement aussi pour faire des mesures impulsionnelles ou autres. Mais voilà, encore une fois, maintenant ça se mélange un peu, surtout que là on voit un oscilloscope comme ça, il fait aussi ici générateur de fonction intégré. Donc dire là cet appareil là quelque part on voit qu'il fait oscilloscope, voltmètre et ainsi de suite. Donc là on commence à avoir vraiment les appareils un petit peu de base. Alors il y en a un autre qui bien sûr utilise justement quand on fait du digital,
c'est l'analyseur logique. J'en ai un ici, un modèle assez ancien. L'analyseur logique, j'en ai aussi parlé, qui lui va permettre de regarder que des signaux logiques, c'est-à-dire qui part des impulsions, 0 et 1, et de les voir dans le temps, mais souvent de pouvoir en voir plusieurs channels. C'est pareil, je vous conseille de regarder ma vidéo dessus, mais là encore, ça se mélange. Un oscilloscope comme ça, si on lui met la sonde qui va bien, est aussi capable de faire analyseur logique. Alors ça va être plutôt si on fait des choses logiques. Après, un appareil qui est bien sûr super intéressant, c'est celui qu'on peut voir ici, c'est un analyseur de spectre, qui là encore, lui, regarde ce qu'on appelle dans le frequency domain. C'est-à-dire que ici, contrairement à un oscilloscope qui montre l'évolution d'un signal en fonction du temps, l'analyseur de spectre, lui, va montrer la densité d'énergie quelque part par bande de fréquence. Encore une fois, j'ai fait des vidéos officielles là-dessus. L'analyseur de spectre, il va être utile surtout pour de la haute fréquence. Le fait de regarder avec un oscilloscope un signal en sortie d'un émetteur, par exemple, ne donne pas forcément assez d'infos, par exemple, sur les harmoniques ou des choses comme ça. Je dirais même, si on fait vraiment de la HF, c'est presque plus utile d'avoir un analyseur de spectre que d'avoir un oscilloscope. Enfin, bon, moment d'avoir les deux, c'est bien aussi. Les oscillos modernes, maintenant, ouvrent aussi, bien sûr, ce qu'on appelle la FFT. Voilà, ce qui fait que... Encore une fois, mais c'est pas le but de la vidéo, mais la FFT est aussi là une analyse dans le frequency domain, ce qui fait que par certains côtés, il remplace aussi les analyseurs de spectre quelque part. Après, dans les appareils qui peuvent être utiles, alors ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a les charges fictives, comme on peut voir ici. Ça, c'est pareil, ça peut être très simple ou très compliqué, on peut même les faire soi-même, comme je vous l'ai montré. Ce genre de charge va permettre de simuler justement la consommation de courant d'une charge, et ça va essentiellement être utile pour mettre au point les alimentations. Bon, si on s'arrête un petit peu dans ces appareils-là, je veux dire, on a déjà fait quasiment le tour de 90% de ce qu'un amateur, je veux dire, peut avoir besoin, je dirais même un professionnel quelque part, pour faire de l'électronique tous les jours. Alors, encore une fois, ça existe aussi éventuellement en portable. Par exemple, cet oscilloscope Mixig, il marche sur batterie, il est tactile, et je peux le déplacer. Donc là, on a aussi des oscilloscopes, on va dire plutôt de table, et des modèles portables. Après, ce qui va être utile, alors ça n'existait pas tellement dans le temps, mais maintenant c'est quasi incontournable, c'est tous ces petits modules de tests chinois, genre TC1 et autres. Bon, ça c'est pareil, c'est quasiment indispensable. C'est pas forcément un appareil de mesure hyper précis, mais ça va permettre facilement de tester un transistor, une résistance, un condensateur, de connaître son ESR. On en voit d'autres ici, voilà, je vous en ai déjà largement présenté. Généralement, d'ailleurs, ils sont tous faits un petit peu sur la même base logicielle. Il n'y a que la façon dont ils affichent les données. Alors, quelque chose après, si on veut aller un peu plus loin, que je vous ai aussi montré il n'y a pas longtemps, ça va être ces appareils comme ça, un LCR mètre relativement précis. Et là encore, on retrouve soit un appareil de table, comme ici, ou ici l'excellent DE5000 DR, là, qui est, on va dire, un petit peu le même, mais en mode portable. Voilà, il y a ça, on va avoir ça. Alors après, bien sûr, il y a les fréquences mètres. Alors, les fréquences mètres, encore une fois, comme je le disais, avec les oscilloscopes modernes, ils font fréquence mètre, période mètre, impulsion, durée et tout ça. Ça perd un peu de l'intérêt. Maintenant, dans les fréquences mètres, c'est pareil. Il y a des modèles très simples qui ne font que mesurer la fréquence, ou ce qu'on appelle souvent des fois, par exemple, des compteurs universels, comme celui-ci, qui va mesurer la fréquence, la période, le temps d'impulsion, compter des impulsions, et qui affiche ça. Sachant qu'il y a aussi des fréquences mètres sur lesquelles on peut mettre un décalage. Ça peut être utile pour faire des mesures de fréquences intermédiaires, des trucs comme ça. Mais enfin, voilà, finalement, on voit qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Après, il va y avoir des variations, des alimes un peu spéciales, comme celle-ci, qui peut monter déjà beaucoup plus haut, et des trucs un peu plus improbables. Ça, c'est déjà, il faut en avoir l'usage. Typiquement, c'est un filtre, c'est un double filtre qu'on peut utiliser en mode passe haut, passe bas, et comme il y en a deux, en les couplant ensemble, on peut faire un passe-bande, un band reject. Non, voilà, il faut déjà avoir des besoins un peu plus spécifiques. Ça, je vous l'avais montré aussi. Bon, c'est un truc, c'est plus tellement... c'est un peu un dinosaure, mais c'était un word recognizer. On peut avoir, comme on voit ici, des générateurs de bruit plus ou moins performants.
Mais voilà, hein, finalement, on voit qu'il n'y a pas tant de choses que ça en appareil. Après, on va vraiment tomber dans des trucs un peu plus spécialisés ou, bien sûr, bah, comme je l'ai dit, voilà, toutes les variations possibles de tous ces appareils qui peuvent aller du simple au très compliqué. Alors si on fait de l'audio, il peut y avoir, bah, voilà ce que j'avais déjà montré ici, le signal traceur. En gros, c'est un amplificateur qui permettra d'écouter des signaux, éventuellement, comme ici, mon haut-parleur de test, qui permet aussi de tester des amplis. Voilà, en faisant le montage de cette vidéo, je me suis aperçu que j'avais pas tellement parlé de certains appareils, un peu plus pour la HF en particulier, ce qu'on appelle des générateurs HF, qui souvent ont des possibilités un petit peu différentes de ce qu'on appelle des générateurs de fonction, par exemple, je vous ai montré, sachant quand même que maintenant on a des générateurs de fonction arbitraires, des DDS, qui montent jusqu'à 150, voire plus de fois de 200-300 MHz, ce qui fait qu'on peut s'en servir quand même largement dans la HF. Mais enfin, après, il y a vraiment ce qu'on appelle des gènes HF, qui eux peuvent monter jusqu'à même plusieurs gigahertz, qui eux souvent ne donnent que du signal sinusoïdal, mais avec des possibilités de modulation diverses et variées, la possibilité aussi d'avoir des atténuations éventuellement très fortes, de façon à pouvoir mettre au point des récepteurs, enfin voilà, tout ce qui va être plutôt radio. Mais je ferai peut-être un jour dans ma série radio quelque chose d'un petit peu plus axé, on va dire, sur la HF, hein, même si c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Donc voilà, alors justement en parlant de mesures, bah, il se trouve que j'ai reçu encore une nouvelle alimentation à vous présenter et qui a l'air vraiment sympa. Donc ce sera sans doute ma prochaine vidéo. Je vais préparer ça et vous montrer ça. Tiens Maurice, qu'est-ce que tu fous Maurice? Tu étais parti à l'hôpital? Ah bah pourquoi qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital? T'allais voir un pote qui avait été brûlé. Ah le pauvre, et alors comment il va? Bah, il est emmerdé avec tous ses plâtres. Eh, pourquoi il a des plâtres s'il a été brûlé? Ils ont essayé de l'éteindre avec des pelles. C'est sûr, ça aide pas. Bon allez là-dessus, que cette semaine se termine de façon sympathique pour vous, que le grand Mesu, le démon du laboratoire, veille sur vos mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.